Alors, bonsoir à toutes et à tous. En cette dernière séance, pour notre part, Isabelle et moi allons vous partager quelque chose qui est vraiment en co-construction, n'est-ce pas? C'est tout à fait, je dirais, exploratoire, ce que nous allons vous présenter. En fait, la genèse de ce projet, c'était de voir à travers le monde fleurir un certain nombre d'initiatives relatives à la protection des travailleurs de plateforme. Et on a réfléchi à la façon dont on pourrait se doter d'un outil, une grille analytique, au fond, qui permettrait d'explorer ces différentes formes d'expérimentation régulatoire et donc de pouvoir, au fond, réfléchir autour d'une comparaison possible parce qu'évidemment, ça fleurit un peu de partout on voulait essayer d'arriver à trouver un outil analytique intéressant. Alors, donc, pourquoi l'avènement du travail vers les plateformes numériques devrait-il être encadré? Évidemment, c'est des choses que nous avons à de nombreuses reprises vues, mais il reste que ça demeure toujours pertinent. C'est-à-dire que généralement, ces plateformes numériques arrivent sur les marchés et vont conduire ou contribuer à l'affaiblissement ou à la dégradation des conditions de travail. En général, les entreprises de plateforme ont une farouche, je dirais, sont farouchement attachées au statut de travailleur autonome et vont toujours avoir l'intention et les moyens et dégager les moyens nécessaires pour conserver ce statut de travailleur autonome pour simplement s'assurer, en fait, se dégager de la protection sociale au fond, qui s'est progressivement adossée littéralement à la condition de salarié et qui est véritablement l'emblème du travail rémunéré. Donc, de cette façon, on détricote au fond pas seulement la protection sociale, mais on la contourne. Alors, donc c'est une forme de désaffiliation, littéralement, au sens de Robert Castel, que nous connaissons, et qui fait en sorte que c'est un décrochage littéral de ces travailleurs face aux modes de régulation qui sont déjà en place. Donc, de façon plus générale, le travail via les plateformes ne questionne pas seulement le droit du travail, ni le droit social, donc protection sociale, mais aussi interroge notre système démocratique parce qu'on se rend compte qu'aussi ces travailleurs de plateforme, pardon, les entreprises de plateforme sont aussi des entrepreneurs réglementaires qui donc s'infiltrent à l'intérieur du processus démocratique pour modifier, transformer nos lois, évidemment, à leur faveur. Alors, vous allez voir, c'est très préliminaire. Je vais passer très rapidement sur les quatre en fait, sources de levier d'action qu'on a essayé d'identifier. On a remarqué au fond que l'expérimentation pouvait se dérouler sur ces 4 leviers d'action. Donc, tout d'abord, l'arène réglementaire, on a pris ça au sens large parce que ce n'est pas seulement la loi, ça peut être fait par d'autres véhicules. L'arène judiciaire, dont a parlé Baptiste en grande partie, l'action collective, qui n'est pas seulement traditionnelle, mais qui peut être faite par d'autres moyens. Et finalement, on a appelé ça l'action populaire, c'est-à-dire qui peut être à la fois citoyenne, mais aussi relative à des consommateurs. Alors, naturellement, cette matrice d'expérimentation, pour l'instant, on l'a peu testée on arrivera, enfin, l'idée, c'est évidemment ultimement d'arriver à une comparaison. Aujourd'hui, on ne vous présentera pas ça parce qu'on n'en est pas encore rendu là. Pour ma part, j'ai une étudiante qui fait une revue de littérature sur toutes ces initiatives réglementaires qui se déroulent à travers le monde, qui s'appelle donc Myriam Laguet. Et à partir de là, on va pouvoir tester cette grille d'expérimentation. Alors, évidemment, ces leviers d'action ont un sens et une orientation à prendre parce que, premièrement, le levier peut être utilisé favorablement à la protection du travailleur, donc l'assimiler au salariat. Cette protection-là est évidemment décernée par l'État. Elle peut être favorable aussi, mais avec une protection plus spécifique, par exemple au UK avec le travailleur workers, est décernée par l'État, ou favorable à une protection qui est assumée par le donneur d'ouvrage intermédiaire, donc la plateforme numérique, une forme de privatisation au fond de la réglementation qui, elle, n'est pas toujours favorable, mais en tout cas. Et évidemment, on va voir l'articulation de ces leviers. Et cette combinaison-là, parce que bien souvent, puis on va le voir, là, parfois, l'action judiciaire va se coupler d'une façon vertueuse ou non vertueuse
avec d'autres modalités d'action. Alors, il y a évidemment différentes précautions. Non, parce que tu as besoin pour... Ah, d'accord, ok. Oui, la lecture et l'usage de la matrice que nous proposons suppose de prendre des précautions que nous avons identifiées. Tout d'abord, il nous semble important de prendre au sérieux la puissance créative des plateformes numériques et principalement d'un point de vue narratif. Elles développent tout un propos, tout un masque langagier, comme ça a été dit par l'avocate générale auprès de la Cour de cassation dans l'arrêt du 4 mars 2020, qu'il est extrêmement difficile de décoder pour arriver en fait à une description de la réalité. Donc, c'est la première précaution, prendre au sérieux cette puissance donc, créative des plateformes. Deuxièmement, révéler la puissance réactive des plateformes numériques, c'est-à-dire que face aux actions judiciaires, face aux actions collectives menées par les travailleurs, les plateformes sont tout à fait capables de tirer des leçons et de réagir vis-à-vis des pouvoirs publics pour essayer de transformer une nouvelle fois la réglementation pour qu'elle aille une nouvelle fois et toujours dans le sens de la protection de leurs intérêts. Et puis, il faut, à notre avis, aussi prendre des précautions dans les lectures, les usages de la matrice. Il nous semble extrêmement important, en termes de comparaison internationale, d'abord de comprendre la structuration historique des sources du droit et des systèmes de relations professionnelles, ainsi que les héritages institutionnels dans les pays de comparaison. Et il est extrêmement important également d'avoir une datation type archéologue, et donc d'avoir l'historicité de l'ensemble des leviers qui seront utilisés, et aussi de dépasser les finalités avouées par chacun de ces leviers et de chercher les finalités inavouées, donc d'avoir en fait une analyse critique de la portée des changements et de s'engager peut-être en tant que chercheur dans des batailles narratives. Par exemple, pourquoi considère-t-on, et est-il naturel de considérer que, d'un point de vue juridique, il y aurait une antinomie entre autonomie et salariat? Est-ce qu'il ne serait pas possible de développer une rhétorique qui pourrait démontrer que l'autonomie est possible dans le cadre du salariat? Il n'y a pas d'incompatibilité de nature. Donc, la prochaine étape, au fond, c'était d'essayer à travers ça, et là, encore une fois, c'est très exploratoire avec Isabelle, c'est d'essayer de passer à travers une expérimentation, que ce soit celle de la France. Pour le Canada, moi, j'ai choisi l'Ontario, parce qu'au Québec, il s'est passé très peu de choses, à part une déréglementation dans l'industrie du taxi. Mais en Ontario, ça a été un peu plus intéressant. On aurait pu prendre l'exemple de la Californie, qui est encore plus intéressant de mon point de vue. Donc, on va essayer comme un dialogue, en fait, on s'est dit qu'on ferait ça avec Isabelle, comme un petit dialogue, pour voir au fond comment ces leviers d'action peuvent être sollicités. Alors, si on regarde l'Ontario, donc en 2022 a été adopté donc un projet de loi dans lequel, au fond, on va réglementer de façon spécifique les travailleurs de plateforme, mais d'une façon, donc c'est l'arène réglementaire ici qui est mobilisée, mais d'une façon qui est défavorable aux travailleurs de plateforme. Quelques exemples, notamment, on va dire que ces travailleurs de plateforme vont être soumis au salaire minimum. En revanche, tous les temps d'attente, cette obligation de disponibilité, qui constitue à peu près 30 à 60% selon le cas de l'activité du travailleur, n'est pas pris en considération. Autre point, c'est sur la toile de fond dans laquelle va s'inscrire cette nouvelle législation. Il reste que ce qui était particulier en Ontario, c'est qu'on avait des avancées judiciaires extrêmement intéressantes, justement dans la reconnaissance de ces travailleurs de plateforme comme étant des salariés. On avait l'exemple de Foodora en particulier, où le syndicat des travailleurs et des travailleuses de la Poste avait réussi à syndiquer ces travailleurs-là. Et malheureusement, Foodora a décidé de fermer ses portes. Donc, c'est sur cette toile de fond quand même qui était favorable, où l'arène réglementaire
vient contrecarrer. Puis je pourrais citer d'autres exemples parce que dans l'arène, il y avait aussi un autre projet de loi qui était fort intéressant, qui a été avancé par le NPD, qui lui, au contraire, reprenait le test de Californie, ABC, donc avec une... donc, qui était très favorable, au fond, à la reconnaissance du statut des salariés de ces travailleurs comme salariés. Alors, parfois, on peut avoir justement donc, c'est pour ça que tu disais, bon, il faut arriver à une certaine articulation à la fois historique pour voir comment ça se déroule. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, puis ça, seule une analyse vraiment systématique nous permettra de le voir, mais c'est qu'au gré du temps, on avait quand même une volonté d'assurer une meilleure protection de ces travailleurs, mais de plus en plus, on a certains gouvernements qui vont en défaveur d'une réglementation favorable et protectrice pour ces travailleurs. Alors peut-être Isabelle, tu pourrais renchérir. Alors, oui, donc je vais juste donner un petit exemple d'utilisation de cette matrice à partir de l'exemple français et des actions judiciaires. Donc, Baptiste a raconté l'ensemble des actions judiciaires menées en France. L'arrêt du 4 mars 2020 est un arrêt extrêmement important parce que dans cet arrêt, on décrit en fait l'état de subordination dans lequel se trouve le travailleur de plateforme. Et on utilise pour cela, on mobilise le faisceau d'indices classique de la subordination, donc des contraintes de temps, des contraintes de parcours, le fait d'avoir des vêtements à l'effigie des plateformes, etc., etc., le contrôle maximum, en fait, un pouvoir de décision, d'organisation du travail très serré, donc une subordination presque comme on n'en trouve plus dans les entreprises classiques. Et donc, à partir de ce moment-là, le juge, évidemment, a mis en évidence la fictivité de cette indépendance. Eh bien, cet arrêt-là a, de toute évidence, été pris très au sérieux et utilisé par les plateformes pour, dans le cadre des relations qu'elles entretiennent depuis longtemps avec les pouvoirs publics en France, comme l'a montré le dossier Uber Files, eh bien, pour revenir vers les pouvoirs publics et pour leur suggérer, en fait, non pas du tout de renoncer au postulat de l'indépendance du travailleur de plateforme et de remettre en cause la loi El Khomri, mais au contraire, enfoncer le clou d'une certaine façon, mais d'une autre façon. Puisque la loi El Khomri, en fait, et toute la législation sur les travailleurs de plateforme est ce que j'appelle une législation en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on pense que le législateur dit des choses, il dit des choses, mais en fait, il ne dit pas grand-chose. La première chose, c'est qu'il dit que ce sont des travailleurs indépendants, on les place et on l'insère dans le Code du travail, mais en fait, c'est pour l'exclure de toutes les dispositions du Code du travail. Et à partir de l'arrêt du 4 mars, en fait, l'œuvre des plateformes, cette puissance de réaction, va consister à dire, eh bien, essayons de transformer, en fait, ces indices, qui étaient des indices de subordination, en des indices d'autonomie du travailleur. Pourquoi? Parce qu'en 2020, on n'est plus en 2015 ou en 2016, on a une armée de réserve de travailleurs dans le besoin, qui ont absolument besoin de tout type de travail pour survivre, etc. Donc, c'est tout le changement démographique de travail de plateforme. Et donc, on a un appareil technologique, un algorithme qui a suffisamment évolué et qui peut nous permettre, en fait, de laisser le travailleur tout à fait libre de s'inscrire, de venir, de ne pas venir, de choisir ses horaires, de renoncer à travailler, parce que ça n'est plus nécessaire. Il y a suffisamment de personnes en attente pour répondre aux besoins du marché. Et donc, ce qui était auparavant considéré comme de la subordination et l'expression d'un pouvoir de direction et d'organisation, eh bien, va être mis en évidence dans le Code des transports comme étant des droits individuels du travailleur de plateforme et donc être des signes de son autonomie. Et donc, on va, en fait, on sort du Code du travail, du point de vue des relations individuelles, et pour aller plus loin, et là, c'est une utilisation de l'action collective et de la mobilisation des organisations syndicales, eh bien, on va plus loin en se demandant finalement si on ne pourrait pas utiliser le dialogue social à des fins de conforter le statut d'indépendant
postulée par le législateur. Et c'est ainsi que, non pas à la demande des organisations syndicales, comme ça a été le cas en Espagne, mais suite à deux rapports, au rapport Frouin suivi de la mission Mettling, on a décidé que la régulation du travail de plateforme se ferait au travers d'un dialogue social. Et donc, les plateformes sont parvenues à cet exercice fantastique d'instrumentaliser, d'organiser, de faire organiser un dialogue social pour créer un droit du travailleur indépendant ou du travailleur autonome, qui va être un droit purement conventionnel, d'une nature qu'on ne connaît pas encore exactement, même s'il y a beaucoup de mimétisme avec le droit commun du travail. Et alors, cette puissance réactive des plateformes, qui s'exprime en tout cas dans le droit français, a une caisse de résonance au niveau européen. Puisque au niveau européen, on parle beaucoup de la proposition de directive sur la présomption du contrat du travail, qui n'est toujours pas adoptée et qui aura peut-être du mal à être en définitive adoptée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 2 semaines, les lignes directrices sur le droit de négociation collective des travailleurs indépendants solo ont été adoptées et sortent du champ d'application de l'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, la négociation collective de travailleurs indépendants solo. Et qui sont ces travailleurs indépendants solo? Eh bien, selon les lignes directrices, c'est bien sûr les travailleurs des plateformes, mais ce n'est pas que. Ce sont tous les travailleurs indépendants, sans salariés, qui peuvent se retrouver dans une situation comparable à celle du travailleur salarié. Donc, ces lignes directrices offrent en fait un vaste champ nouveau de droit de la négociation collective pour des travailleurs indépendants dans tout secteur d'activité fini. Et dans ces lignes directrices, en fait, on a plusieurs scénarios possibles. On a du meilleur jusqu'au pire des scénarios. Et le pire des scénarios, eh bien, c'est la négociation collective d'accords strictement réservés à ces travailleurs indépendants solo. C'est-à-dire dans des accords collectifs qui peuvent se trouver en concurrence directe avec des accords collectifs de travail pour des travailleurs salariés du même secteur d'activité. Et donc, en fait, à mon sens, nous avons là le germe d'un droit conventionnel, d'un nouveau genre, qui va venir en concurrence et mettre en concurrence sociale des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés. Une autre solution possible, ce serait d'intégrer la négociation collective des droits des travailleurs indépendants dans le cadre d'une négociation collective de droit commun insérée dans le secteur privé. Par ailleurs, je termine en disant que en France, on considère que, disons que les pouvoirs publics disent que le dialogue social est un dialogue social de secteur. Est-ce vraiment un dialogue social de secteur? Sachant que ça s'adresse donc en effet à des plateformes de mobilité, mais ce sont des plateformes, en fait, qu'y a-t-il? Et quelles sont-elles? Eh bien, c'est Uber, c'est Deliveroo, et Stuart et Liveit. Est-ce qu'on n'est pas plutôt proche d'une négociation collective d'entreprise, d'un groupement d'entreprises, plutôt que d'une négociation collective sectorielle? Un autre masque possible. Bref, en tout cas, excusez-moi, j'écris un peu trop la parole. Non, mais justement, en fait, pour conclure, au fond, on est au balbutiement, vous voyez. Isabelle, tu es partie là sur justement cette co-construction qu'on observe et en fait cette liaison aussi qu'on en a moins ici avec aussi le droit européen qui rend beaucoup plus complexe l'articulation entre ces différents paliers de régulation. En fait, notre objectif, ce sera à l'avenir de tester, de voir de quelle façon, puis qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que cette analyse-là nous permet de comprendre sur la façon d'agir? Parce qu'évidemment, on a des acteurs
Et c'est comme Catherine Tellen le disait, hein, l'avantage d'analyser par exemple Uber ou ces grandes plateformes mondialisées, c'est que souvent elles ont des mécanismes d'agissement qui se répercutent dans différents pays. Et de voir au fond à l'intérieur de leur construction historique et institutionnelle de chaque pays, comment une action, par exemple, commune d'Uber, donc cette flexibilité qu'ont ces multinationales, mais comment nos différents pays, ou nos différents, parfois c'est même pas un pays, ça peut être une province, ou même une municipalité, comment ils agissent. Alors, merci de votre attention. Nous, c'est beaucoup moins abouti, évidemment, que vos recherches là, mais merci de votre attention.